Bonjour à tous et bienvenue à ce webinar Remote Experience. Donc je m'appelle Christopher Maneux, je suis avec Julien. Bonjour. Et donc on souhaitait vous faire un petit retour d'expérience. Alors il y a effectivement la situation dans laquelle on est tous confrontés en ce moment, mais le fait est que le remote working est quelque chose qui est en train de devenir de toute façon de plus en plus commun. Alors c'est vrai que suite aux événements, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de partager notre expérience, mais finalement c'est beaucoup plus large que ça. Quelques petites choses à vous dire avant qu'on commence. Tout d'abord, donc, vous savez probablement si vous avez atterri sur ce lien, Julien et moi, on travaille chez Microsoft. Microsoft a énormément d'outils pour aider ou favoriser le télétravail. C'est pas vraiment le but d'aujourd'hui. On n'est pas là pour forcément vous parler de Teams ou de tous les outils qu'on a ou de faire un pitch commercial. On est là vraiment pour partager notre expérience de travailleurs remote. La deuxième petite chose que je voulais avant de commencer, c'était vous dire qu'on a prévu beaucoup de temps pour un Q&A. On va vous raconter, Julien et moi, on va vous partager nos histoires de travailleurs remote, mais on voulait aussi dédier pas mal de temps au Q&A, donc n'hésitez pas à commencer à poser des questions dès maintenant sur la petite barre que vous avez normalement à droite dans votre navigateur, et on prendra les questions à la fin de notre petite présentation. Alors, hop. Avant qu'on vous parle un petit peu de nous, donc l'idée c'était de vous présenter un petit peu notre équipe et un peu l'expérience qu'on a du remote au sein de notre équipe, qui est encore aujourd'hui une équipe assez particulière au sein de Microsoft. Il y a assez peu d'équipes qui sont autant en remote que notre équipe. Ensuite, on va vous partager nos expériences, Julien et moi. Et avant les Q&A, j'ai pris quelques exemples de rituels que l'on a instaurés au sein de l'équipe pour pouvoir favoriser que ce soit la communication ou tout simplement la bonne entente, la vie entre guillemets à l'intérieur de l'équipe. Donc en quelques mots pour vous présenter l'équipe de Julien et moi, on est ce qu'on appelle l'équipe des Cloud Advocates. Notre mission, c'est deux choses. La première, c'est d'aider les développeurs en faisant des conférences. Alors c'est vrai qu'en ce moment, Julien et moi, on est un peu cloués au sol, mais justement, on a l'occasion de tester de nouveaux formats comme celui-ci. Ça peut être aussi en écrivant des articles, en écrivant des formations, ou en participant à des projets open source. Je pense que probablement Julien vous partagera son expérience sur ce sujet. Et la deuxième partie de la mission de notre équipe, c'est d'aider nos propres équipes engineering. En fait, on est là pour venir récupérer, collecter du feedback sur nos produits, principalement auprès des développeurs qui utilisent ou qui tentent d'utiliser nos solutions, pour les remonter à l'intérieur des équipes produits et soit corriger quelque chose, soit ça peut aller jusqu'à influencer la roadmap de nos produits. Pour faire ça, on a une équipe un peu plus d'une centaine de personnes, puisqu'on a des cloud advocates comme Julien et moi, on a aussi des programmes managers comme Maud qui est un sous-marin pour nous aider sur cet événement. Et là, vous voyez la carte que vous pouvez consulter donc, sur le site qui est en bas à droite, la carte des cloud advocates. Alors là, il y a des zooms, donc on ne voit pas bien forcément trop la répartition, mais vous pouvez voir qu'on est présent globalement sur presque tous les continents, sur un nombre de fuseaux horaires aussi qui est assez important. Et donc, par exemple, en France, on est 5 en tout, mais dans différentes villes. Et en Europe, on est dans je ne sais combien de villes, juste pour parler de l'Europe. Voilà, donc ça, c'était pour vous dresser un petit peu ce tableau-là. Il faut savoir que toutes nos équipes... Elle est complètement buggée, ta carte. Alors voilà, c'est un live et tu me dis qu'elle est buggée, ma carte. Ouais, regarde, en fait, ça fait des zooms, ça fait des clusters, il faudrait la zoomer. Ça fait des regroupements. Et là, effectivement, en France, il n'y a pas de point, parce qu'en fait, on est dans le point 13. Et si on zoome sur la carte... Regarde un petit peu à droite de la France, regarde là, il est marqué Argentine, par exemple. Ta carte est complètement fausse. Ah, en effet, intéressant.
Équateur, Pérou, Bolivie, Brésil. Ben, c'est une nouvelle géographie. L'ordre mondial change. Voilà. Le Royaume-Uni a vraiment quitté. Le Royaume-Uni a vraiment quitté l'Union européenne, comme on peut le voir sur la carte. Donc voilà. Non, mais en tout cas, les points sont justes. C'est vrai que les noms des pays sont assez fous, mais les points en tout cas sont à peu près justes. Et donc toute cette équipe-là, on est tous remote par défaut. Et depuis le début de cette équipe, ça fait 3 ans que cette équipe a été créée maintenant. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous donner un petit peu de contexte sur nous. Et je passe la parole à Julien pour que tu nous racontes un petit peu ton expérience de dev remote. D'accord, je te remercie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 5 minutes chacun pour laisser de la place pour les Q&A, tout ça. D'accord, donc moi, ça fait bientôt 1 an. Le mois prochain, ça fera 1 an que j'ai rejoint l'équipe. Donc je suis totalement remote maintenant. Là, je suis chez moi. Alors, j'ai mis un deuxième point, maintenant que j'ai fait beaucoup d'open source dans le passé. Je retrouve beaucoup de choses dans ce travail qui ressemblent à ce que je faisais dans le cadre des projets open source que je faisais avant. Si vous faites de l'open source sur votre temps libre, vous le faites forcément chez vous, vous le faites forcément remote parce que vous êtes avec des gens partout dans le monde. Donc il y a quand même des grosses ressemblances entre ce que vous allez faire sur un projet open source sur votre temps libre et travailler en remote. En tout cas, moi, j'ai eu aucun souci à rejoindre l'équipe parce que c'était le même genre de travail, le même genre d'outils que ce que je faisais quand je faisais de l'open source à côté. Alors, j'en fais toujours d'ailleurs. C'est pas pour autant que j'ai raté l'open source, mais donc ça m'avait donné déjà une première expérience qui m'a été utile en arrivant, parce que c'est vrai que je conçois que ça peut être un peu surprenant pour les gens d'arriver comme ça dans une équipe où, alors finalement, vous voyez personne en fait. Alors, nous, une petite particularité de Christopher, c'est aussi pour ça qu'on se connaît bien, c'est qu'on n'est pas loin du siège de Microsoft France. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance de pouvoir passer 2 jours avec Christopher, qui m'a fait une présentation de Microsoft en live. Après, ça n'aurait pas été le cas, je pense que j'aurais été complètement en remote dès le début. Donc oui, c'est vrai que nous, on a une petite particularité, on a la chance de pouvoir aller au siège une fois de temps en temps, si on a besoin, si on a envie. Après le reste du temps, moi je suis full-time à la maison, ce qui pose beaucoup de questions aux gens. Comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on fait, quel matériel on utilise. Alors j'essaie de le faire dans plusieurs étapes. Déjà pour tout ce qui est matériel, pour moi il y a un gain phénoménal par rapport à ce que je faisais avant, parce que là je suis chez moi et je peux m'organiser comme je veux en termes d'espace de travail et en termes aussi d'achat de matériel. Alors, on a aussi la chance chez Microsoft. Microsoft nous donne un budget qui est, je sais pas, généreux pour acheter du matériel. Alors moi, pour tout vous dire, avant de rejoindre Microsoft, j'avais tout acheté avec mon argent, parce que le but était de bien bosser en priorité. Et effectivement, Microsoft derrière, on va dire, nous traite très bien, mais dans tout ce qui est je dirais pour ce qui est important en tant que travailleur remote, avoir des bons écrans. Donc là, j'ai 2 super écrans, une bonne chaise. Moi, pendant longtemps, j'avais mal au dos. Depuis que je suis en remote, j'ai plus jamais mal au dos. Simplement, j'ai une chaise qui est bien meilleure que ce que j'avais avant, certainement. Et puis aussi du matériel spécifique pour faire de la vidéoconférence. Ça, c'est super important. Donc j'ai une super connexion Internet, j'ai un micro de pro. J'ai une super webcam. Ça fait que quand je travaille à distance avec Christopher ou d'autres, moi j'ai des collègues partout dans le monde, on a un sentiment d'être, je dirais, face à face. J'ai un écran qui est tellement grand et du matériel qui est tellement confortable que on a une relation qui est quand même proche d'une relation, je dirais, physique, même si des fois on est très loin. Alors ça fait penser, c'est pas parce que c'est du super matériel, comme je dis, que ça vaut forcément super cher. Moi j'ai quasiment tout acheté sur Amazon à moitié prix, hein. Donc ça, je sais plus combien je l'ai payé. Je crois que le prix normal, ça va être 120, 140 €, mais j'ai dû le payer moitié prix. Donc on peut quand même s'équiper avec pour des tarifs qui sont, je dirais, corrects si on fait un petit peu attention. Je pense que oui, tout matériel, c'est que du Amazon en solde. Voilà, donc premier point, le matériel, je pense que là-dessus, il ne faut pas chipoter, c'est très important. Et deuxième chose, je dirais très particulière quand on est en remote, on gère son temps comme on veut. Alors, il y a des bémols, enfin il y a des guillemets autour de ça. Moi, c'est très particulier, je bosse essentiellement avec des gens qui sont en Chine, donc qui vont travailler très tôt le matin par rapport à nous à cause du décalage horaire,
ou avec des Américains qui sont à Seattle, où de toute manière, on a 0 heure en commune. Le décalage horaire est tel qu'on ne peut jamais être en même temps au bureau. Donc, moi, j'ai un métier qui fait que de toute manière, je ne vais pas avoir des horaires, je ne vais pas faire 9h-17h. C'est pas possible si je veux bosser avec les gens. Si vous êtes un travailleur remote classique, vous pouvez très bien faire 9h-17h, même je vous encourage à faire 9h-17h si vous le pouvez. Après, si vous ne le pouvez pas ou si vous n'aimez pas, c'est vrai que c'est aussi une possibilité. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est vrai que là, dans mon travail, j'ai la possibilité, moi, de partir quand je veux, on va dire à 16h30, je vais chercher un de mes enfants à l'école. Par contre, j'ai bossé le soir jusqu'à minuit. Au final, je vais faire mes horaires, je vais peut-être même faire plus que mes horaires normales, on ne sait pas. Enfin, voilà, on n'est pas, de toute manière chronométré sur les heures qu'on fait. Par contre, je peux faire mes horaires quand. Alors, c'est bénéfique pour mon travail, c'est-à-dire quand mes collègues américains sont présents, mais aussi quand c'est bénéfique pour moi. C'est-à-dire que moi, je préfère être présent pour m'occuper de mes enfants à 17h et je préfère bosser le soir parce que je suis quelqu'un qui bosse bien le soir. Je trouve qu'à 23h, quand tout est calme, je bosse mieux qu'à 17h quand je suis un peu fatigué. Donc, ça dépend de la personnalité de chacun et aussi de la vie de chacun. Mais pouvoir travailler à la maison, personnellement, me permet d'avoir une qualité de travail et de vie personnelle qui sont bien supérieures parce que je peux gérer mon temps d'une manière optimale et ça correspond bien à mon mode de vie aussi. Ça va être, je pense, particulier à chacun. Voilà, après mon expérience chez Microsoft là-dessus, ah oui, alors une chose dont il faut qu'on discute, je pense que Christopher m'a dit que dans les gens qui venaient pour cette réunion, il y a beaucoup de gens qui étaient dans le recrutement. Oui, dans le recrutement tech. Recrutement tech, alors une chose particulière par rapport à aussi mon expérience, c'est vrai que j'avais oublié cette partie-là. Moi, j'étais recruté aussi pour du remote dès le début, donc même tous mes entretiens étaient en remote avec les États-Unis. Donc moi, j'ai fait mes entretiens un soir de, je sais plus, ça devait être de 22h à 4h du mat, un truc comme ça. Donc, ça a donné une première ambiance du remote. On peut tout à fait faire 100% de notre travail, y compris le recrutement, en remote. Ah oui, maintenant je fais aussi passer entretien, je me fais passer plusieurs, des gens qui étaient pareil à l'étranger un peu partout. Ça change pas grand-chose, on a une webcam, peut-être pas effectivement on se serre pas la main, après vu les circonstances aujourd'hui, de toute manière il faut mieux pas le faire. Mais au final, moi, depuis la première expérience dans le recrutement, on va dire, jusqu'à mon travail d'aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir d'une part les outils qui vont pour travailler comme je le faisais avant. En tout cas, j'ai pas de désavantages particuliers. Par contre, ça me permet effectivement une souplesse et une qualité de travail bien supérieure. Donc moi, à mon niveau, j'y gagne énormément. Voilà, je sais pas, Christopher, si ça te... Ouais, je pense que c'est une bonne première introduction. Et puis, il y a quelques questions qui commencent à être posées. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous auriez. Alors, pour ma part, hop. Donc Christopher, donc moi j'avais déjà des expériences en remote dès en fait mes études, l'un de mes premiers stages que j'ai fait en entreprise. J'étais basé dans le sud de la France et je travaillais en remote pour une équipe qui était basée à Paris. Ça a été une expérience enrichissante, un petit peu compliquée, surtout sur le point de vue social, puisque je suis passé de l'université où on était avec un bon petit groupe à peu près 6 jours sur 7, à être chez moi, travailler dans ma chambre. Donc littéralement, j'avais mon bureau qui était à 1,50 m, 2 mètres de mon lit. Et j'étais le seul employé qui était, stagiaire en l'occurrence, mais j'étais la seule personne qui était en remote. Toutes les autres personnes étaient au bureau. Donc c'était il y a quelques années, donc il n'y avait pas les outils de communication qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'était une expérience intéressante. Pour certains points, c'était une expérience qui a été un petit peu compliquée, notamment sur l'aspect social des choses. Alors, je vous présenterai des choses qu'on a mis en place dans notre équipe aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été une expérience qui a pu être un petit peu dure comme ça sur cet aspect-là. Heureusement que j'avais d'autres activités à côté du travail, sport, etc., pour voir des gens, avoir du contact pendant la semaine. Après, sur l'organisation de l'équipe, c'est la même chose que Julien, puisqu'on est dans la même équipe, avec une petite particularité qui était que j'étais le premier membre de l'équipe en France. Ça veut dire que, comme Julien l'a dit, j'ai pu accueillir les autres membres de l'équipe, donc ils ont pu avoir quelqu'un de physique qui les accueille. Ça n'a pas été le cas pour moi.
J'étais déjà un employé de Microsoft en France avant de rejoindre cette équipe-là. Mais le jour où j'ai commencé mon équipe, mon premier jour dans cette équipe-là, ça a été chez moi. Voilà. Et après, j'ai travaillé, j'ai eu un certain nombre d'expériences où on a essayé de faire du remote pour un certain nombre de personnes. Et ça, c'est peut-être des questions que vous aurez aussi. C'est hormis la phase dans laquelle on est là aujourd'hui, pour une situation normale, quel est le est-ce qu'on peut commencer le remote avec quelques personnes, avec quelques jours par semaine? Enfin, il y a plein de modes pour travailler en remote. Il y a une éventail entre une organisation qui fait pas du tout de remote et une autre organisation qui est full remote. Et donc j'avais travaillé à la mise en place d'un certain nombre de choses dans de précédentes expériences. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Je vais peut-être rebondir sur ce que tu as dit, Julien, sur la souplesse des horaires. Moi, un avantage que j'ai, alors c'est pas m'occuper des enfants, mais des choses que je peux mettre au milieu de ma journée pour me faire un break, parce que c'est aussi important quand on est en télétravail de mesurer ses horaires, même si des fois on a cette flexibilité qui va dans les deux sens, flexibilité pour l'entreprise, pour travailler avec des collègues qui sont plus en Asie ou des collègues qui sont plus aux États-Unis, mais aussi flexibilité pour soi, pour pouvoir faire d'autres choses à côté. Il faut mesurer, enfin, il faut trouver un moyen d'équilibrer tout ça, de ne pas surtravailler, ce qui est une des tendances quand on est en remote working et surtout quand on est dans une équipe ou dans un projet qui nous passionne. Et moi, l'intérêt que j'ai à avoir cette souplesse-là en termes d'horaire, c'est pas pour les enfants, mais c'est pour mon engagement dans le monde associatif, où ben voilà, ça m'arrive d'avoir une réunion en plein milieu de la journée de une demi-heure, trois quarts d'heure pour mon association, et c'est quelque chose que j'ai de la facilité à placer dans ma journée. Je me fais un gros break et puis après peut-être que j'enchaîne sur une réunion ou sur 2 ou 3 réunions qui sont un petit peu plus en fin de journée. Voilà. Avant de passer au Q&A, je voulais partager, parce que ça c'est une question quand on parle du remote work, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, Julien, quand tu commences à parler de notre organisation, mais moi j'ai souvent des questions, mais du coup est-ce que vous faites un daily stand-up tous les matins, ce qui est, vous l'avez compris, pas possible en travaillant dans je ne sais combien de fuseaux horaires, puisque le matin n'est pas le même pour... il doit y avoir 10 ou 12 matins, je ne sais pas sur combien de fuseaux horaires on est étalé, mais c'est compliqué. Donc comment on fait ça? Est-ce que vous avez des choses pour vous voir régulièrement, etc. Donc j'ai pris quelques exemples. On pourra en détailler plus avec vos questions en Q&A. Mais on a quelques rituels qu'on essaie, enfin pas qu'on essaie, qu'on a de manière régulière. Donc le premier, c'est plus simple. Ça, on l'a mis en place d'abord au niveau de l'équipe française. Et ensuite, il y a aussi la même chose au niveau de l'équipe européenne, pour simplifier une histoire de time zone. C'est un weekly coffee. Alors, on ne le fait pas toutes les semaines, tous les jours, pardon. J'ai vu certaines personnes, notamment en ce moment sur Twitter, etc., instaurer un petit café du matin. Et c'est une bonne chose. Nous, on a une particularité qui est qu'on est, en temps normal, souvent sur des événements. Donc c'est compliqué d'avoir une régularité tous les jours, parce que je pense que c'est la même chose pour toi, Julien, mais les journées dans la semaine ne se ressemblent pas du tout. Et c'est compliqué qu'on ait tous la même semaine et qu'on soit tous les matins à 9h ou 10h dispo pour un café, quoi. Tu vas être à une conférence lundi et mardi, et moi j'y serai vendredi. Donc on fait ça tous les mercredis après-midi, nous. On a 1 heure bloquée dans nos agendas. Se connecte qui peut, parce que pareil, on peut ne pas être dispo à ce moment-là. Alors on parle souvent un peu boulot quand même, mais voilà, on peut parler de plein de choses. L'autre chose que l'on fait, c'est un weekly status. Donc ça, c'est des choses qu'on remplit une fois par semaine. Il n'y a pas d'horaire, il y en a qui le font le vendredi, il y en a qui font le lundi. Si on en a oublié, on fait le mardi. Mais globalement, c'est un petit formulaire où on va répondre à 5 questions. Qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? Qu'est-ce que tu prévois de faire pour la semaine qui arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Est-ce que tu as quelque chose de fun à partager? Et il y a une 5e question que vous ne voyez pas ici à l'écran, qui est comment tu te sens cette semaine?
sur une échelle de 1 à 5. Cette dernière question n'est pas partagée à toute l'équipe. Par contre, le reste de vos réponses à toutes ces questions, y compris je suis tracassé par ça, est partagé à l'ensemble de l'équipe, aux 100 et quelques personnes. Donc on reçoit ça aujourd'hui, c'est fait dans un mail, donc c'est assez simple à faire. Il y a plein de plateformes qui vous permettent de remplir un formulaire et d'envoyer ça à une mailing list. Donc nous on a des outils chez Microsoft, mais c'est pas forcément le sujet comme je vous l'ai dit, de ce webinaire. Il y a plein d'outils pour le faire, et ça permet d'être synchronisé. Je sais par exemple que moi, mes managers le regardent et régulièrement me répondent en disant là par exemple donc pas la semaine dernière, la semaine d'avant, on a annulé un événement que j'organisais, et donc je l'ai écrit dans les choses que j'ai fait. J'ai géré tout le côté administratif de l'annulation de cet événement, et mon manager m'a répondu en privé en me disant qu'est-ce que tu as fait, comment ça s'est passé, est-ce que tu as besoin d'aide, etc. C'est des fois aussi des collègues qui sont intéressés par certains sujets spécifiques, et qui peuvent voir grâce à ça que vous avez travaillé sur un sujet. C'est l'occasion de répondre, de dire tiens, ça je l'ai déjà fait, je peux t'aider, etc. Julien, je pense que ça t'a été utile, toi, quand tu as rejoint l'équipe en termes d'onboarding? Oui, alors moi j'ai 2 choses. Alors déjà sur cette partie-là, moi ça m'a aidé considérablement parce qu'en étant nouveau, qu'est-ce que tu veux faire? Tu regardes ce que font les autres. C'est-à-dire moi j'étais nouveau chez Microsoft et j'étais aussi nouveau dans ce type de métier là. On est dans les developer relations, avant c'était pas vraiment ce que je faisais. Donc quand tu veux t'intégrer, quand tu veux savoir comment faire, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ce que font les autres et tu essaies de copier. Donc moi ça m'a été très utile de voir ce que faisaient les collègues. C'est aussi utile pour les connaître, c'est-à-dire qu'à force de les lire, on sait à peu près qui fait quoi. Donc quand on se rencontre physiquement, alors on se voit pas très souvent physiquement, en tout cas avec les Américains, etc. On a un séminaire annuel, on était en février. Voilà, c'est une des rares fois où on se voit, non, on se voit aussi dans les conférences, c'est-à-dire qu'il y a les conférences où les Américains viennent, nous aussi, donc on peut se croiser à ce moment-là, mais c'est vrai que sinon on se voit pas très très souvent. Donc grâce à ces wiki status, on sait à peu près qui est qui fait quoi, assez rapidement. Donc ça c'est une bonne chose pour connaître les gens et pour quand on se voit ensuite, savoir de quoi on peut discuter, qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres. Ça, c'est la première chose. Moi, il y a une deuxième chose. Moi, j'ai des statuts aussi, des weekly qui sont pas là-dedans. Ça, c'est le weekly status pour toute l'équipe. On est une centaine. Moi, je suis dans l'équipe Java. On a nos propres stand-up à nous. Et je fais aussi des stand-up avec l'équipe engineering. Donc, moi, j'ai des stand-up avec d'autres équipes qui sont pas forcément les mêmes. Donc, en fait, c'est un truc un peu matriciel, on va dire. Parce que moi, il y a des gens avec qui je travaille qui sont pas dans notre équipe. Donc, on a nos propres stand-up à nous, à côté, et c'est le même genre de choses en fait. Alors nous, c'est pas des weekly status, on fait un stand-up réel, on se voit tous les lundis. En fait, moi lundi, pour ça là, je regardais mon agenda, le lundi matin de 9h30 à 10h, je suis avec les engineering en Chine, et de 11h à midi, je suis avec l'équipe Java. L'équipe Java, on est beaucoup dans le fuseau horaire européen. Enfin, il y a une Allemande, il y a quelqu'un qui est en Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, c'est le même fuseau horaire, et on a un Japonais. Donc alors là, qui est un petit peu plus loin pour le coup. C'est pour ça qu'on fait ça le matin pour lui. Voilà, donc moi j'ai ces petits trucs-là en plus. Là, et là, nous, c'est pas des mails, c'est vraiment, on fait un vrai stand-up en fait. Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur l'organisation. C'est vrai qu'on ne l'a pas détaillé, mais on est dans une organisation qui est très matricielle. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans une équipe principale, mais on peut travailler sur des projets transverses. Moi, par exemple, je suis dans l'équipe startup. Mais je travaille avec l'équipe open source, je peux travailler avec l'équipe .NET, l'équipe serverless, et du coup, oui, ça, j'ai le statut qui est, on va dire, quelque chose qui est général à toute l'équipe, des 100 et quelques personnes, mais ensuite, il y a des mini-équipes qui se forment pour des technos, ou pour des projets, ou par management. Donc c'est vrai que nous, on a aussi un stand-up dans l'équipe startup, qui est plus en soirée, puisqu'on a une partie de l'équipe startup qui est aux États-Unis. Et puis après, on a d'autres stand-up qui sont organisés sur des courtes périodes, sur des projets. Ça nous est arrivé, par exemple, on a fait un concours en décembre, une sorte de... vous savez, tous les jours, vous avez un défi à remplir jusqu'au 25 décembre. Et dans ce cas-là, on faisait un stand-up tous les jours. Voilà, très court, mais un stand-up tous les jours. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui peuvent se rajouter en fonction de l'actualité, des projets,
sur lesquels on travaille, tout à fait. Après là, on dit aussi les choses qui vont bien, parce que je regardais les questions en même temps, c'est vrai que des fois c'est compliqué avec le décalage horaire, pour dire aussi ce qui va pas bien des fois. Moi j'ai généralement des vendredis soirs un peu nazes. J'ai plein d'Américains qui mettent des stand-up, là je regarde, j'en ai 3 en même temps, qui mettent des stand-up le vendredi soir, parce que eux c'est vendredi matin. Donc eux en fait, j'ai l'impression qu'en fin de semaine, ils veulent finir leur boulot. Donc en fait, ils font un stand-up en disant ouais, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, on va finir. Eux c'est le vendredi matin, comme s'ils ont le temps de finir, sauf que avec le décalage, toi c'est vendredi soir. Et vendredi soir avant le week-end, 3 stand-up, ça c'est un peu moins cool. Donc effectivement, tout n'est pas parfait. Après, c'est voilà, nous on est une équipe quand même, je pense que c'est assez particulier, il y a peu de gens qui ont ce type de problématique. Dire Paris, Seattle, c'est le pire possible, quoi. Il y a 10 heures de décalage horaire, c'est un truc. Et il n'y a pas de bonne solution pour ça d'ailleurs. Je veux dire, tout le monde essaie de s'arranger au mieux, c'est-à-dire que moi je vais faire ça un peu tard le soir, eux ça va être un peu tôt le matin, ils se lèvent tôt pour moi aussi, hein. Chacun fait un effort. Après on peut pas faire de miracle, hein. Avec le décalage horaire qui est tel qu'il est, on peut pas. Voilà, on n'est pas magicien non plus là-dessus. Ouais. Je pense qu'on pourra revenir, il y a effectivement quelques questions, je pense qu'on pourra redétailler cette organisation internationale pendant le Q&A. Une autre chose que je voulais partager, il y a plus que 2 slides, je crois. Donc on va avoir du temps pour le Q&A. C'est une autre chose que l'on fait, qui est un All Hands. Donc là, globalement, tout le monde est convié à cette réunion. C'est une réunion qui a lieu toutes les 2 semaines, qui dure 30 minutes. Avec un agenda qui est partagé à l'avance et qui est coécrit. Ça veut dire que n'importe qui dans l'équipe peut venir proposer un sujet à ce All Hands. Donc c'est pas top-down, le management a décidé que de toute façon il faudrait se parler toutes les 30 minutes, enfin 30 minutes tous les 2 jours et c'est eux qui fixent l'agenda. Non, c'est un agenda qui est libre et tout le monde dans l'équipe peut à un moment donné être amené à présenter durant ce All Hands quelque chose qui a été fait par les équipes. L'agenda, donc, il est le suivant. Il y a 5 minutes qui sont des updates du management. Donc, ça peut être un point sur les OKR, donc nos objectifs. Ça peut être un point sur le recrutement ou sur les nouvelles arrivées ou sur des changements de poste ou des changements d'organisation. Ça, c'est au début. Ensuite, il y a 10 minutes de questions-réponses à la fin. Et au milieu de ça, eh bien, il y a des créneaux de 5-10 minutes, ça dépend des sujets, 5 minutes de démo ou de présentation. Et c'est donc, comme je le disais, les équipes qui le font. Et autre chose qui, je trouve, est intéressante, c'est qu'on a un host à chaque fois qui est différent. Ça veut dire que c'est pas toujours le patron de l'équipe qui présente ce All Hands et qui gère en fait la réunion, mais c'est un rôle qui est tournant. Pareil, par quelqu'un qui est de l'équipe. Donc ça aussi, je trouve ça intéressant pour avoir vraiment quelque chose qui est collaboratif et pas quelque chose qui est en top-down. Et bien évidemment, tous les All Hands sont enregistrés. Ils sont mis sur une plateforme de diffusion. Donc ça, notre outil de conferencing Teams a ça intégré. Sur les autres outils de conferencing, on peut souvent enregistrer et récupérer le MP4 et aller mettre la vidéo quelque part. Mais c'est super important parce que, comme on le disait avec Julien, on est sur plein de fuseaux horaires différents. Donc même si on peut être amené à changer un petit peu cet horaire du All Hands, tout le monde ne pourra pas y assister. Donc c'est important de pouvoir avoir le replay. Si jamais ça se fait trop tard dans la nuit pour nous, on le regarde le lendemain matin. Moi je le loupe régulièrement, d'ailleurs, en toute honnêteté. Et je le regarde après. Et voilà. Ah oui, ce qui est sympa, c'est qu'on peut le regarder en accéléré. Comme ça. Aussi. C'est vrai. On gagne un peu de temps des fois. Ça, c'est quelques liens, mais je les posterai sur Twitter. Pour que vous ayez les liens. C'est quelques ressources que moi j'ai trouvé utiles sur Remote Work. Il y en a plein en ce moment. Tout le monde est en train de sortir des ressources, donc ça c'est le côté intéressant. Le côté compliqué, c'est qu'il y en a partout et donc il faut choisir quelles ressources on regarde. Donc Remote Office Not Required, c'est un livre qui a été écrit par Jason Fried et David Nair Hanson. DHH, c'est notamment l'un des créateurs de Ruby on Rails. Donc ça devrait parler à beaucoup de monde. Et ils ont créé depuis très longtemps une entreprise Basecamp qui est basée en remote depuis des années. Ils ont sorti un livre il y a quelques temps déjà qui est assez intéressant sur ce sujet-là. L'autre chose, ça c'est plus s'il y a par hasard des gens qui sont plus dans l'IT.
On a sorti un post de blog, alors là, qui est très orienté outils Microsoft, mais néanmoins, les chapeaux, je vais dire, les chapitres sont intéressants de ce blog post, avec toutes les choses qu'il faut assurer pour permettre aux employés de travailler en remote en termes d'outils et de connectivité, mais aussi en termes de sécurité. Et j'entends plein d'histoires d'entreprises en ce moment qui sont en train de se mettre en remote et qui sont entre guillemets un petit peu en train de casser la sécurité. Combien d'entreprises, c'est peut-être le cas dans vos projets, sont en train de créer des groupes WhatsApp parce qu'il n'y a pas d'outils d'entreprise qui avaient été mis en place avant pour communiquer entre les gens, et donc on commence à échanger des documents, des informations sur WhatsApp. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère l'information au sein d'une entreprise? Si on demande aux responsables de la sécurité informatique, c'est pas forcément ce qu'ils ont en tête. Donc on ouvre des fois un peu trop les vannes pour permettre le travail, mais c'est des choses qu'il va falloir résoudre plus tard. Zapier, qui est aussi une boîte qui a un remote depuis très longtemps, a un petit guide interne qu'ils ont publié là-dessus. Et mon dernier lien, et ça fait écho à ce que tu disais, Julien, c'est en fait s'inspirer de l'open source. Parce que l'open source, des projets open source, 99% d'entre eux, ce sont des projets qui travaillent en remote et en asynchrone. Et donc finalement, ils font ça depuis des années et ça fonctionne bien, vu l'activité de l'open source en ce moment. Et donc Open Source Guide est un guide sur l'open source, mais notamment il y a un chapitre sur comment créer des communautés inclusives et actives, avec des conseils qui peuvent tout à fait s'appliquer au sein d'une organisation pour le travail en remote. C'est vrai que, juste pour rebondir là-dessus, moi je pense que ça a compté dans mon recrutement, et j'y fais moi-même attention quand on recrute des gens. Quelqu'un qui a déjà fait de l'open source, on sait qu'il va savoir travailler en remote, parce qu'il le fait déjà, il connaît les outils, il a les pratiques, et puis il a l'habitude de vivre, je dirais, de cette manière-là. On sait tout de suite que ça va mieux se passer. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'en a pas fait n'y arrivera pas, mais ça donne déjà une bonne validation. Voilà, quelqu'un qui a déjà fait de l'open source, on sait qu'il saura gérer ce type de mode de travail. Ah, oui, tout à fait. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses, puisqu'il y en avait quelques-unes déjà. Alors, Julien, tu me dis si tu veux répondre aux questions. Alors, il y en a la première, est-ce que vous êtes physiquement au même endroit? Non, attends, il y en avait une avant. Onboarding de jours suffisants. Oui, onboarding 2 jours suffisants. Tu veux donner ton point de vue? Oui, remarque, oui, c'est plutôt pour moi du coup celle-là, parce que c'est moi qui ai eu ça. Est-ce que c'était suffisant? C'est compliqué. Parce que Microsoft, c'est une boîte énorme, donc de toute manière, il faut, j'allais dire, des semaines pour être au courant des process, des outils. Peut-être même des mois pour certaines choses. Après, je sais pas, pour moi, c'était largement suffisant. Qu'est-ce que j'allais dire? D'une part, on n'est pas une boîte qui, en tout cas de mon point de vue, a des process, justement, c'était assez proche de ce que je faisais sur l'open source, c'est-à-dire qu'on va beaucoup bosser typiquement avec GitHub, on va beaucoup bosser, alors voilà, si je compare à des boîtes, on va dire concurrentes, nous on n'a pas notre propre outil de gestion de code source, il y a une boîte qui course par un G qui a ça, on n'a pas notre propre IDE, enfin notre propre IDE c'est Visual Studio Code, là, ce que tout le monde utilise, on n'a pas une boîte qui a des choses très surprenantes pour quelqu'un qui vient du monde de l'open source. Du coup, moi, pour tout ce qui était, on va dire, pouvoir travailler rapidement, moi, j'avais vite tout ce qu'il fallait. Enfin, en gros, Christopher m'a donné les accès, m'a montré les bonnes personnes, etc. Après, pour moi, c'était assez rapide. Il y a aussi autre chose. Nous, on a je ne sais plus où c'est ce document. Ça va être sur Notes, je pense. On a un document pour les nouveaux arrivants. Oui. On a un document officiel qui est très très complet et qui te dit quoi faire. Alors, je sais pas, c'est style la première semaine il faut faire ça, le premier mois il faut faire ça. Enfin, il y a vraiment un suivi. Donc ça, c'est très 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 bien. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à lire ça. En fait, il y avait plein de pointeurs. Donc là, il y a besoin de personne. Il suffit de suivre le document. Et on a aussi un document non officiel quelque part, donc qui donne beaucoup d'infos. Du coup, pour moi, j'étais productif tout de suite. Après, c'est vrai que j'ai régulièrement des questions. Il y avait toujours Christopher pour moi, donc ça, c'est vrai que c'était pratique. Mais je pense que Christopher, j'avais beaucoup moins besoin de toi après. C'était, c'est une fois de temps en temps, quoi. C'est une question. Au début, c'était une question tous les jours. Après, ça s'espace.
Ouais, c'est vrai qu'en termes d'onboarding, on a plein de choses. Donc, on a l'onboarding proprement RH, qui est finalement assez court Oui, et encore une fois assez documenté. Ouais. Et ensuite, l'onboarding dans l'équipe, on a effectivement donc là, pour le coup, on utilise OneNote. Donc, c'est un outil de prise de notes, d'organisation de notes, qui peut être partagé. Enfin, il y a plein d'outils sur le marché pour faire ça. On aurait pu avoir un wiki pour remplir ça, avec effectivement un certain nombre de choses, à commencer par une page avec des checkbox, et voilà, on vous dit, step 1, il faut faire ça, step 2, il faut vous enregistrer ici, step 3, il faut envoyer un mail à telle personne pour demander telle chose. Et du coup, c'est vivant parce que c'est partagé. Donc, l'idée, c'est que si en tant que nouvel arrivant, on a quelque chose qui ne va pas, le lien a changé, l'adresse mail est plus valide, etc., on est censé pouvoir modifier, et on est encouragé à modifier ce document pour rendre notre document de onboarding vivant. Après, moi, j'avais mis en place un système, ce qu'on appelle un système de buddy, qui est pas forcément généralisé chez tout Microsoft, qu'on a souvent dans des équipes, où voilà, effectivement, il y a quelqu'un qui peut venir poser une question à n'importe quel moment. On a aussi sur notre outil de chat interne un channel onboarding, où les gens peuvent venir poser des questions, et ça arrive régulièrement qu'il y ait quelqu'un qui pose une question alors qu'il est dans l'équipe depuis 6 mois ou un an, mais qui n'a jamais été confronté au cas précis, et qui est quelque chose qui pourrait être intéressant pour le reste de l'équipe. Donc on a aussi ça, même si avec Julien on était buddy, mais on a aussi ce canal-là asynchrone pour poser des questions auprès de toute l'équipe. Oui, pour les questions RH aussi, on a un mail dédié. Là, il y a une équipe RH à part. On a ce qu'on appelle Ask HR, pardon. Dès qu'on a une question, je sais pas, tes jours de RTT, on peut leur poser la question et ils te répondent. Ça aussi, c'est plutôt bien fait. En tout cas, c'est facile pour nous. Alors ensuite, il y avait une question, du coup, vous êtes physiquement au même endroit. Bon, ça, je pense qu'on a répondu à la question. Après, si le détail, c'était est-ce qu'on est l'équipe française physiquement au même endroit? Non, puisqu'on est dans plusieurs villes. Alors même si on est 80% de l'équipe française, on est 5, hein, donc 80%, ça fait mieux. Même si on est 80% de l'équipe française sur la région parisienne, finalement, on se voit pas si souvent que ça. Enfin, en tout cas, on n'est pas au bureau ensemble tout le temps. Souvent, on se tient au courant quand il y en a un qui va au bureau, et les autres peuvent le rejoindre. Mais on n'a pas une pièce physique attribuée où on est censé être au bureau. On est full remote, avec la définition de remote, c'est travailler de chez toi. Voilà. Au contraire, nous, ça serait l'inverse. Aller au bureau, c'est bizarre, quoi. C'est l'inverse d'une boîte normale là-dessus. Ouais, tout à fait. Mais quand c'est comme ça, on s'envoie un petit mail, on dit tiens, je vais passer au bureau pour faire telle chose la semaine prochaine, et généralement on se retrouve, voilà, pour manger ensemble, pour se voir. Mais oui, d'ailleurs, on se retrouve rarement pour vraiment travailler en fait. On travaille plus à distance, on travaille mieux à distance que quand on se voit physiquement. Quand on se voit physiquement, c'est pour boire un café, aller manger ensemble. C'est totalement l'inverse d'une boîte normale là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis, Julien. C'est en effet quelque chose qui est. Non, mais c'est quelque chose qui est important. Quand on est dans des équipes remote, le lien social, c'est souvent une question. Il y a le lien social personnel. On a tous besoin, en tant qu'être humain, d'un certain lien social. On a tous besoin d'une certaine quantité, je pense, qui est différente en fonction des gens, des habitudes, etc., des envies. Et après, on a besoin d'avoir un lien qui est créé avec les membres de l'équipe, parce que le jour où on a quelque chose d'un petit peu compliqué à traverser, un coup de bourre au boulot, etc., si on est entre guillemets plus soudé d'un point de vue personnel, on va traverser ça plus facilement. Et puis parce que c'est aussi bien d'avoir des contacts et d'être heureux, j'ai envie de dire, au quotidien tout au long de sa journée, que ce soit en pro ou en perso. Et souvent, des équipes qui passent en remote ont tendance à se dire, allez, on va se faire par exemple un off-site, on va se faire une semaine ou une journée où on se réunit tous, on fait voyager tout le monde pour le même endroit. Et souvent, les gens oublient dans ces moments-là d'avoir du temps dédié justement à ça.
dédié pas au travail, dédié à on voit ses collègues, mais on voit pas ses collègues pour travailler. Parce qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir ces discussions à la machine à café ou autre, même si vous l'avez vu, on a des moyens de reproduire ça par les weekly coffee ou ce genre de choses. Mais c'est important quand on se voit d'avoir du temps, entre guillemets, pour nous, ensemble, et pas juste pour avancer sur un point, pour faire avancer un projet. Alors ensuite, on nous pose la question, alors je ne les prends pas forcément dans l'ordre parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tous le même ordre. Oui. En moyenne, combien de personnes sont connectées lors de votre weekly coffee? Alors je dirais que sur 5, on est souvent 3, 4. Je n'ai pas vraiment compté ça, je ne sais pas si Julien, tu as le même Ouais, sentiment. il n'y a pas toujours tout le monde, effectivement, ça dépend. Ah. Ça dépend beaucoup des conférences. Il y a bien toujours un qui est parti faire une conférence quelque part. C'est souvent ça. Ouais. Après, il y a des périodes où c'est compliqué quand on a des gros événements Microsoft où on est à peu près tous sur le pont. En général, le weekly coffee saute. On a dans l'équipe, si vous nous suivez déjà en dehors de ce remote work, on fait par exemple des tours de France pendant une semaine. Bon, ben là, on est souvent 3 ou 4 membres de l'équipe à être dans une voiture au moment du weekly coffee. Donc là, ça saute. Et puis ces derniers temps, avec toutes les réorganisations qu'on a dû faire par rapport à nos événements, c'est vrai qu'on en a fait aussi sauter un ou deux ces derniers temps. Mais en général, c'est quelque chose qui est assez suivi. Ensuite, on nous demande, pourriez-vous détailler l'organisation de travail avec les équipes à l'international avec un décalage horaire? Alors, je pense que tu as déjà un petit peu parlé de ça, Julien. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce point. Non, on va pas. C'est-à-dire pour moi, alors tout ce qui est, moi je suis, on va dire la moitié du temps avec les Chinois, eux ça se passe très bien parce que le matin pour moi c'est l'après-midi pour eux. Donc eux, il y a un décalage horaire mais qui est pas du tout gênant. C'est-à-dire que moi je commence à bosser à 9h et ils sont toujours présents jusqu'à je sais pas quelle heure, 11h midi. Je sais pas d'ailleurs exactement le décalage, il faudrait que je regarde. En tout cas, ils sont toujours présents le matin. Donc avec eux, il n'y a pas de gros soucis particuliers. On a déjà la moitié de la journée, on va dire, ensemble, donc c'est plutôt tranquille. Ce qui est plus gênant, c'est les Américains, surtout les gens de Seattle, donc, avec le gros décalage. Eux, souvent, alors je ne sais pas si je vais en retrouver un là, on a un système pour proposer des heures de réunion. Donc là, je ne vais pas le retrouver tout de suite. Donc là, on a quelqu'un qui a proposé une réunion avec les autres membres de l'équipe Java. Donc lui, il est à Seattle. Donc nous, donc on est plusieurs sur le fuseau horaire européen, donc y compris quelqu'un en Afrique du Sud. Mais on est aussi un Japonais dans l'affaire. Donc c'est juste impossible d'avoir des horaires qui vont bien pour tout le monde. Donc il nous a proposé, je ne sais pas combien, on va dire 8 créneaux. Chacun vote pour avoir le créneau qu'il préfère. Et on va bien voir ce qu'on peut trouver. On est 4 ou 5, c'est déjà finalement un nombre assez important, vu que c'est des horaires qui vont toujours être contraignantes pour tout le monde. Après, ouais, tout le monde y met un peu du sien, c'est-à-dire que lui, généralement, moi je suis souvent avec lui, hein, souvent il se lève tôt, et moi je termine un peu tard pour que voilà, chacun fait un petit effort. Et après là, quand il va proposer, on va dire plusieurs horaires sur plusieurs jours, il y a bien un moment où ça va passer. Pour mémoire, moi je pense que je lui ai dû lui dire oui pour les 3 jours, mais ça doit être des créneaux à 10h ou 10h30 le soir, parce que moi les enfants sont couchés, je suis tranquille. Ah oui, puisque j'ai oublié aussi, on fait généralement des réunions qui sont plutôt courtes. Donc lui, c'est une demi-heure, souvent, avec cette personne-là. Et quand on a, j'allais dire rien à dire, quand tout se passe très bien, parce qu'avec lui, c'est quelqu'un de très efficace, on va dire, ça peut être fait en 10 minutes et puis c'est plié. Donc c'est pas non plus tellement gênant. Et après, on fait beaucoup de. Après, c'est que du mail, des choses comme ça. C'est vrai qu'on fait ce genre de réunion que quand c'est nécessaire. Là, on a vraiment un sujet, il y a vraiment un truc, il faut qu'on sépare le travail. On n'a pas le choix, il faut qu'on soit tous ensemble à discuter. Mais le reste du temps, on les évite autant que possible. On fait tout en asynchrone. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé des réunions. J'allais dire, moi, j'en ai pas tant que ça des réunions. Je ne sais pas quel pourcentage de réunions j'ai dans la semaine. Je regarde mon agenda à côté pour essayer d'avoir une. Mais j'ai pas tellement de réunions dans la semaine en fait. J'ai beaucoup de mails, j'ai beaucoup de trucs asynchrones, mais j'ai pas beaucoup de réunions. Donc finalement, on s'en sort bien aussi de cette manière-là. Et ça, effectivement, c'est un point important. Je pense que
un des accessoires ou un des éléments de succès du remote, c'est le travail asynchrone. J'ai vu, je crois, sur LinkedIn, un mail qui a circulé en disant bon ben voilà, on est tous obligés, je sais plus de quelle compagnie c'est, à la limite la société c'est pas très grave, mais on est tous obligés de passer en remote, donc voilà, on va s'adapter, et voici une liste des nouvelles règles. Quand on vous écrit un message sur l'outil de messagerie, vous devez répondre en moins de 2 minutes. Et comme ça, il y a une liste de points à respecter. Ben non, le chat, c'est un moyen asynchrone. C'est pas parce que on écrit un message dans Teams, dans Slack, dans ce qu'on veut, que la personne est obligée de répondre sous les 2 minutes. Ça, on n'a pas compris en fait le fonctionnement asynchrone de ces outils-là. Et c'est quelque chose d'important dans une équipe remote. Surtout dans une équipe remote qui est aussi diversifiée, aussi matricielle que la nôtre, mais même dans une équipe de dev, un développeur, quand il coupe ses outils de communication pendant 1 heure parce que il veut écrire un morceau de code, il a besoin de se concentrer, c'est pas grave s'il répond pas pendant 1 heure. Il faut pas que le reste de l'équipe soit sur son dos, entre guillemets, à lui mettre la pression pour qu'il réponde. Et moi, l'un des gros gains, en tout cas pour moi, par rapport à avant, parce que là, tu me fais penser à ce que j'ai vécu ce matin. Ce matin, moi, j'ai tout coupé pendant environ 2 heures. J'avais un bout de code à faire. Enfin, hier soir, je n'arrivais pas. Au réveil, ça m'a énervé. J'ai tout coupé. J'ai fait 2 heures à bosser tout seul, finalement. Là, aujourd'hui, je peux le faire sans problème et ça gêne personne. C'est-à-dire que les messages s'accumulent, c'est pas grave. Après, je rallume mon chat et puis je vois, tiens, vous avez discuté pour préparer la réunion, enfin la conférence. Voilà, je récupère un petit peu après. Donc ça, finalement, c'est pas du tout gênant de louper des messages. Et en échange, j'ai pu être ultra productif pendant 2 heures. Et d'ailleurs, j'ai réussi mon bug, donc ça, je suis content. Dans mes boulots précédents, j'étais en open space, il y a toujours quelqu'un qui passe. Alors, très sympathiquement, d'ailleurs, si j'ai des anciens collègues qui m'entendent, j'étais heureux de les voir à chaque fois passer, mais toujours un mec qui vient, tiens, salut, ça va. Alors, il y a des mecs qui arrivent à 9h du mat, des mecs qui arrivent à 10h, des mecs qui sont arrivés à 9h mais qui prennent leur post café à 10h30. Il y a toujours un gars qui passe et qui dit bonjour, tu es content de le voir, c'est super, sauf qu'au final, toi, ton boulot, quand tu es en train d'essayer de trouver ton bug et que tu es dérangé toutes les 5 minutes, finalement, tu n'es pas très efficace. Là, aujourd'hui, cette manière de travailler, moi, je me rends compte que je suis beaucoup plus productif. Je produis du contenu beaucoup plus rapidement et efficacement qu'avant. Et finalement, je n'ai pas un désavantage important, voilà, plus être en synchrone avec les gens. Être asynchrone, je ne doute pas grand-chose. Voilà, je vais ouvrir un petit peu après, ou je prends mon téléphone, et puis je vois tous les messages que j'ai loupés, et je les récupère, et puis c'est pas très grave finalement, quoi. En tout cas, je trouve que le gain est supérieur à la perte. Et je voulais rajouter une chose aussi sur le côté international. Tu parlais de l'outil en interne, je pense que c'est FindTime, qui permet de... voilà, c'est une espèce de doodle pour l'entreprise, mais pour trouver des créneaux horaires de réunion. Donc ça, c'est un point. Ce qu'on fait, par exemple, dans l'équipe IoT, c'est qu'en fait, on a un big weekly pour se synchroniser sur les updates importantes. Pareil, ça dure... c'est une réunion qui est relativement courte. Par contre, là, on a un gros morceau de l'équipe qui est en Australie. On est 2 ou 3 en Europe et l'équipe produit est à Seattle aux États-Unis. Donc là, trouver un créneau horaire commun, c'est juste pas possible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on alterne le créneau. C'est-à-dire qu'une fois sur 2, c'est un créneau qui me convient à moi et qui ne convient pas aux Australiens. Et une fois sur 2, c'est un créneau qui convient aux Australiens et pas à moi. Ce qui fait que une réunion sur 2, j'arrive à participer en live à la réunion. Et une réunion sur 2, je fais comme le HoloLens, je regarde la vidéo après. Alors, il y a une question qui vous a été posée. On a commencé déjà à donner quelques réponses, quelques éléments de réponse. C'est comment on crée une équipe remote, finalement, que ce soit une équipe qui soit en full remote comme nous ou partielle, en évitant certains écueils. Alors, je pense qu'il y a plein de choses à dire sur ça. Moi, la première chose que je dirais, c'est les outils. Et la deuxième chose, je pense que c'est la communication. Et on en a déjà un peu parlé de faire de la communication asynchrone, etc. Mais je pense que les outils sont un point qui est sous-estimé. Et là, on le voit, il suffit de regarder le LinkedIn et Twitter sur ça. Tous les gens qui essaient du jour au lendemain de se mettre au remote sur la
la taille entière d'une entreprise qui n'était pas prévue pour ça. Des gens, voilà, comme je disais, qui créent des WhatsApp, qui sont en train de... je suis tombé sur une entreprise qui a 2 équipes différentes, et les 2 équipes sont en train de lancer un outil de communication interne différent. Parce qu'elles ne sont pas synchronisées à l'échelle de l'entreprise. Donc, il y en a qui sont en train de partir sur Teams, tout sur Slack. Bon, ça ne peut pas marcher. Encore une fois, on est dans une situation dégradée en ce moment, mais si on veut créer une équipe remote pour le futur, ça ne peut pas marcher. Il y a plein de soucis de VPN, donc pour accéder aux ressources des entreprises. Donc il y a plein de gens qui avaient des VPN qui n'étaient pas dimensionnés pour avoir d'un coup 90% des collaborateurs de l'entreprise qui se connectent à distance. Il y en a d'autres, j'ai le cas d'une autre entreprise où les gens en fait ont accès au VPN. Sauf que il y a une mauvaise configuration réseau derrière, et du coup ils n'ont pas accès aux bases de données. Donc ils ont accès au réseau de l'entreprise, mais ils ne peuvent pas travailler sur les bases de données. C'est un peu dommage. Donc je pense qu'il y a une sous-estimation des outils. La deuxième chose, donc, c'est la communication. Bien se mettre d'accord sur les modes de communication de l'entreprise, sur comment on fait pour diffuser l'information à tout le monde ou à un certain groupe au sein de l'entreprise. Donc il y a plein de guides, par exemple, si vous créez un système de messagerie, de chat, quels sont les groupes, quels sont les canaux de discussion à créer. Donc avoir un canal welcome, avoir un canal pour water cooler, souvent on l'appelle, donc c'est voilà, la pause café où on peut dire des blagues ou se raconter sa vie, etc. Puis des canaux par équipe, puis des canaux généraux pour faire des annonces à toute l'entreprise. Donc voilà, il y a déjà pas mal de ressources qui existent là-dessus. Et un dernier point, et après je ne sais pas si Julien, tu auras des choses à ajouter là-dessus, c'est en termes de management. Le management change quand on passe en remote. Enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de managers qui sont obligés de changer la manière dont ils managent quand ils passent en remote. Parce que on ne voit pas si la personne elle est là à 9h du matin sur son bureau, on ne regarde pas tout le mode de management où on va regarder est-ce que la personne elle est physiquement dans le bureau, est-ce qu'elle participe aux réunions. Ça se voit plus quand on travaille en asynchrone de cette manière-là. Par contre, on voit des résultats. Et donc ça aussi, c'est une manière de communiquer à l'intérieur de ces équipes pour voir le progrès avancer et que les gens aient la bonne direction aussi. Donc ce management, c'est aussi développer l'autonomie. Ça pourrait être un sujet entier d'un webinaire, je pense. Parce que si quelqu'un, à un moment donné, ne sait pas quoi faire, il ne peut pas rester 4 heures à attendre que son manager réponde parce qu'il est en remote et en asynchrone. Donc, et ça, je te passe la parole après Julien, mais par exemple, nous, une des règles qu'on nous a dit il y a un petit moment dans l'équipe, c'est si un jour vous n'avez rien à faire, vous êtes à la maison, vous avez dépilé toute votre liste de tâches, etc. Si vous n'avez vraiment rien à faire, apprenez quelque chose. Allez vous former sur quelque chose. Ça, c'est notre règle par défaut. Voilà. Donc, si jamais on attend des réponses de tout le monde, etc., on est vraiment bloqué, on a une règle par défaut qui nous permet de continuer à avancer sans qu'un manager vienne nous dire « Ah ben oui, tu peux bosser sur quelque chose ». Julien, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'était juste pour faire le lien aussi avec 2 choses que tu as dites, donc sur le management à distance, mais aussi pour revenir sur ce qu'on disait sur la partie asynchrone. Moi, mon manager, il est au Texas. Donc, de toute manière, on a aussi le problème du décalage horaire pour le management. Donc, je ne sais même pas s'il a commencé à bosser à cette heure-ci. Il est 14h et d'habitude, il n'est pas encore là. Donc, en fait, effectivement, personne ne regarde si je suis là à 9h du matin. Le mec, il dort à cette heure-là. Donc, effectivement, c'est plus du tout un management avec j'allais dire, quelqu'un qui vient vérifier ce que tu fais. C'est quelqu'un qui va regarder les résultats, avec qui tu vas discuter sur tes avancées, qui va voir ce que tu fais, mais c'est pas quelqu'un qui va regarder, chronométrer, t'es là à 9h, t'es parti à midi, t'as pris une pause café, on n'est plus du tout là-dedans. En même temps, je trouve que ce mode de management-là, d'une part, j'allais dire, j'ai un peu passé l'âge, ça dépend un petit peu de l'expérience des gens, mais je pense qu'il y a un moment, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour regarder si on est là à 9h, d'une part, et d'autre part, parce que je l'ai beaucoup vécu dans des boîtes, dire qu'il faut être là à 9h pour bosser, j'ai vu tellement de gens être là à 9h, mais en fait, aller au café, jouer aux jeux vidéo, faire n'importe quoi, mais pas bosser. C'est aujourd'hui qu'un ordinateur, si tu veux rien faire, c'est très très facile. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je pense, qui sont au travail à 9h pour faire croire qu'ils sont au travail et qui en fait font autre chose.
Je trouve que c'est nettement plus sain ce qu'on fait aujourd'hui, de dire voilà, je te fais confiance, et puis on verra le résultat à la fin. Finalement, c'est la seule chose qui compte. De toute manière, aujourd'hui, je pense que c'est illusoire de dire voilà, je vais vérifier ce que font les gens. Si tu es là à 9h, je vais regarder derrière ton écran voir ce que tu fais, parce que voilà, la personne qui veut rien faire aujourd'hui, la personne qui n'est pas motivée, de toute manière, il ne sera pas motivé quoi qu'il arrive, qu'il soit présent ou pas présent. Ça ne va rien changer. En tout cas, voilà, moi, je trouve ça beaucoup plus sain et efficace de cette manière-là. C'est vrai que ça pourrait être aussi le sujet peut-être d'une autre session, mais c'est comment on motive, comment on évalue la performance des équipes quand on est en full remote. Là aussi, pour les managers, il y a beaucoup de choses à apprendre de la situation actuelle. On a une question de Thomas. Avez-vous testé des rituels que vous avez abandonnés parce que trop difficiles ou pas assez efficaces? Alors moi j'ai un exemple, je ne sais pas si Julien tu en aura d'autres après. Bon, on va pas vous détailler toute l'organisation interne de Microsoft, mais globalement, on est rattaché en France avec une équipe de collègues, mais sur lesquels on ne travaille pas vraiment. Et on a essayé, donc là c'est une quinzaine de personnes, on a essayé de faire un repas de Noël pour se rencontrer, parce qu'il y en a qu'on n'a pas rencontré physiquement. Encore une fois, ils sont un petit peu partout dans la France. Et pas que en région parisienne. Et on a essayé d'organiser un repas à 15. Bon, en plus, il y a eu les grèves en décembre, donc ça n'a rien arrangé. Mais on n'a jamais réussi à trouver un créneau qui ne convienne pas à au moins la moitié de l'équipe. Donc ça a été un peu compliqué. C'est aussi parce qu'on dépend d'équipes vraiment très différentes. Comme l'a dit Julien, dans l'équipe des Cloud Advocates, donc les 100 et quelques personnes, on a une semaine qui est bloquée par an et on est prévenu 5 ou 6 mois à l'avance, je crois, pour arranger nos agendas. Donc là, il y a 80-90% de l'équipe qui arrive à se libérer et à être présent physiquement au même endroit. Mais ça, c'est une chose qu'on n'a pas réussi à vraiment à faire avec les Français de l'engineering. Voilà, c'est comme ça que je vais les appeler. Oui. Julien, je ne sais pas si tu as non, un pareil, exemple. Il y a quelques temps, on avait voulu faire une réunion pour les gens qui c'est du Java. Et on n'a jamais réussi. Enfin, on était que 4 ou 5, mais on était dans tellement de pays différents. En plus, une réorganisation au moment en plus où ça devait tomber, et on n'a jamais réussi à la faire, cette réunion. Ouais, en fait, oui, on a beaucoup de mal à faire des réunions physiques avec autant de gens dans autant de pays différents. Donc après, voilà, c'est pas. Est-ce que c'est grave? Je suis pas sûr qu'en fait. Moi, franchement, je préfère des fois voilà, avoir du temps pour voir les gens par Skype, enfin ou Teams comme ça pour discuter un petit peu, que de me dire voilà, j'ai passé une semaine entière parce qu'avec les avions, etc., tu perds 10 jours. Il y a quand même une sacrée perte de temps par rapport on va dire, au gain de se rencontrer. Je ne sais pas vraiment si c'est quelque chose qui est un vrai ratage en fait, ça. Ouais. Donc voilà, j'ai pas d'autre idée de pratique qu'on est abandonné. Si jamais, je le mettrai sur Twitter s'il y a des choses qui me reviennent. Un autre point, c'est pas vraiment une question, mais c'est un point de Christophe sur comment gérer la communication, notamment la communication à 2 vitesses, quand il n'y a qu'une partie de l'équipe qui est en remote. Donc un scénario où voilà, une partie des équipes sont en présentiel et sont, je vais dire peut-être toujours en présentiel, et une partie seulement de l'équipe est en remote. Alors on a dit certaines choses déjà avec Julien. Je pense que ma vision des choses, c'est qu'à partir du moment où on a un employé remote, toute l'équipe ou l'organisation, ça dépend à quelle échelle on est, devient de facto une équipe ou une organisation remote.
c'est la seule manière que ça fonctionne réellement. Parce que sinon, effectivement, il y aura toujours un laisser pour compte. La discussion qu'on aura eu à la machine à café sur le refactoring de tel code ou sur l'abandon de telle fonctionnalité, on l'a pas mis dans le chat de l'équipe et l'employé remote s'aperçoit au prochain backlog grooming ou autre que ah bah tiens, c'est bien, on travaille plus sur ça. Ah ben non, on l'a dit l'autre jour quand on est allé chercher à manger le midi. Ah bah oui, ben moi je suis en remote, je suis pas allé chercher à manger le midi avec vous, et donc j'ai pas eu l'information. Je connais des équipes qui sont un peu à l'extrême, et quand elles ont une réunion d'équipe, elles prennent pas une salle de réunion, même si la moitié des gens sont dans un open space. En fait, ils se mettent tous connectés, chacun depuis leur écran, sur l'outil de réunion. Donc c'est peut-être un peu extrême, je pense qu'on peut être à 3 dans une salle de réunion et avoir une partie de l'équipe en remote, mais ça c'est vachement important d'avoir le maximum de communication possible qui se fasse dans les outils de communication ou dans les outils de gestion de projet, GitHub ou autre. Parce que sinon on va avoir toujours un défaut de communication auprès de ces gens-là. Alors ça, malheureusement, c'est dans un monde idéal, avec tout le monde qui est impliqué. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Moi, je sais que j'ai un collègue qui travaille en remote depuis des années, qui est aux États-Unis. Scott Hanselman, on peut le citer. Il a fait pas mal de blogs, d'articles de blog sur le travail en remote. Et l'une des choses qu'il avait mises, c'est qu'il avait demandé à avoir un bureau physique dans les bureaux de Redmond aux États-Unis, alors que lui était en remote aussi aux États-Unis. Et en fait, il avait une caméra et un PC dans son bureau pour que les gens viennent le voir au bureau. Voilà. Donc en fait, il avait son emplacement physique dans les bureaux. Un bureau, quelqu'un pouvait toquer à la porte, ouvrir et rentrer. Et en face, ça lançait un appel Skype pour parler à Scott, même s'il n'était pas physiquement dans les locaux. Voilà, donc c'est une petite anecdote sur ça, mais il y a aussi des fois, si vous êtes vous-même en position de vouloir pousser le remote dans votre organisation et vous êtes un petit peu le premier ou le seul, il va peut-être falloir ruser et trouver des solutions pour venir inclure les gens, proposer un remote coffee, comme il y a pas mal de gens qui le proposent en ce moment. Ah, si vous voulez, tous les matins à 10h, on se boit le café, et puis mettez la visio, comme ça je bois le café avec vous. Voilà, ça peut être des choses à mettre en place pour pousser toute l'équipe à prendre conscience qu'il y a des gens qui ne sont pas physiquement là et qui ont besoin d'être inclus dans les conversations. Tu voulais ajouter quelque chose, Julien, ou pas ? Non, je pensais juste à 2-3 autres choses qui n'étaient pas dans la question. Moi, c'est vrai que par rapport à la situation actuelle, avant, j'avais aussi tendance à sortir régulièrement le midi pour voir, je sais pas, des anciens collègues, des clients, des partenaires, etc. Donc c'est pas parce qu'on est en remote aussi qu'on sort pas et qu'on voit personne. J'essaie de pas être un ours dans ma cage. Après, ça dépend aussi où tu habites, hein. C'est vrai que moi, je suis pas loin de la Défense, donc c'est très facile le midi d'aller manger avec des gens, on va dire, du milieu Java. Il y a ça déjà qui permet aussi j'allais dire, de rompre un peu l'isolement. Et puis, oui, alors pareil, on a discuté, mais on n'a pas vraiment détaillé. J'ai pas eu de questions dessus. L'un des soucis aussi, je trouve que beaucoup de gens peuvent avoir, c'est d'avoir un emplacement pour travailler. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un espace à moi. Je pense que dans Paris, beaucoup de gens ont des petits appartements. Alors, en ce moment, ils sont confinés et ils sont avec femmes et enfants dans le même espace. Je pense qu'avec Christopher, on devait, je sais plus si tu devais venir, on devait faire un call avec un client qu'on a annulé là parce qu'en fait, il nous a dit voilà, il a un appart de 60 mètres carrés, il a 3 enfants. Ça marche plus. Donc aujourd'hui, dans une situation qui est extrême, c'est pas du vrai remote working parce que on n'est pas, voilà, on est confiné avec les enfants, on peut plus sortir. Mais il y a quand même une réalité là-dedans aussi derrière, c'est-à-dire que il faut de l'espace, il faut quand même pouvoir sortir. Il y a quand même des choses qui sont pas forcément évidentes à mettre en place. Enfin, ça dépend des situations de chacun. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà, d'une part de pouvoir sortir de chez soi, ça dépend où on habite, et aussi d'avoir la place dans son appartement, ça dépend, j'allais dire d'où on habite, de ses finances et du nombre d'enfants. Et ça peut être un problème en fait.
Oui, d'ailleurs, moi, dans ce qui marche peut-être pas aussi, parce que c'était aussi la question sur ce qui marche pas des fois. Moi, c'est vrai que ce qui marche pas des fois, c'est simplement les enfants. Alors, à nouveau, la situation aujourd'hui, elle est très, très particulière, mais c'est vrai que si vous avez des enfants en bas âge, c'est très vite compliqué, de faire du remote parce que, ils ont tendance à réappliquer. Moi, j'ai eu une réunion une fois où j'ai ma fille qui a 3 ans qui est venue chanter parce qu'elle adore le micro pour chanter. Elle est venue chanter La Reine des Neiges pendant la réunion. C'était pas terrible. Donc, ça, voilà, c'est vrai que ça peut être compliqué. Enfin, à nouveau, les périodes actuelles sont très très particulières. C'est, c'est, on n'est pas sur du vrai remote working actuellement. Enfin, si, pour les gens qui n'ont pas d'enfants peut-être, mais les gens qui ont des enfants, oula, on n'est pas sur une situation normale. Et ça me permet de compléter avant de voir la dernière question. C'est que effectivement, je pense que quand on est dans du remote working, il faut avoir un petit peu de souplesse envers soi-même et puis envers ses collègues, parce qu'il peut y avoir des situations à gérer. Alors là, on est à l'extrême encore une fois, mais c'est vrai que c'est important d'avoir cette souplesse et de comprendre aussi l'environnement dans lequel on est. Peut-être que si on a justement des enfants en bas âge, ben, le reste de l'équipe doit être au courant parce que il y a l'heure du bain ou je sais pas quoi, enfin il y a des rituels qui arrivent à certaines horaires et c'est un peu compliqué d'être dispo à ces horaires-là, mais ça veut pas dire qu'on va pas travailler après ça, qu'on va peut-être pas faire 1 heure en plus à la fin de la journée, quoi. J'ai un exemple, parce que en fait, alors la personne avec qui j'étais justement à cette réunion, ma fille est venue chanter, c'est pour ça que ça se passe bien aussi. C'est une de mes collègues qui fait du Java, qui est allemande, et en fait, elle vient d'avoir un bébé et elle donne le sein. Donc c'est vrai que régulièrement, en réunion, on entend le bébé pleurer, elle va lui donner le sein, on se doute bien qu'elle coupe la réunion le temps qu'elle donne le sein au bébé. On a l'habitude, c'est normal. Après là-dessus, Microsoft, je pense que c'est une société où ce genre de choses est très habituel et très... Enfin, je sais pas, je pense que chez nous, ça pose aucun souci. Je sais pas si ce serait le cas dans toutes les sociétés. Après, peut-être aussi pour ça que Microsoft attire des gens comme ça. Alors, il est déjà un petit peu plus de 14 heures. Je vous remercie d'être encore présent sur ce Q&A. Il reste une question. Alors, on est un petit peu en décalage, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, de toute façon, on sera disponible sur Twitter. Il restait une question pour revenir un petit peu sur le côté RH. Comment rendre un onboarding à distance un petit peu original? Alors, moi, j'ai quelques idées. Déjà, je vais dire que est-ce qu'un onboarding doit être à distance ou pas? C'est une vraie question, surtout si on a déjà un bureau et déjà une équipe en place. Je pense que même si on rejoint une équipe qui est en partie remote, hein, dans le cadre d'une équipe qui est en partie remote, ça peut être intéressant de quand même faire venir la personne sur quelques jours ou sur une semaine pour rencontrer physiquement les gens. Si on est dans une équipe full remote, alors moi j'ai eu énormément de chance quand j'ai rejoint cette équipe-là chez Microsoft, puisque comme je vous le disais, le premier jour de travail, j'ai travaillé à distance de chez moi, et le deuxième jour, c'était la veille de notre grand rassemblement annuel, et donc du coup j'ai pris l'avion le deuxième jour de travail pour le troisième jour rencontrer 80% de mes collègues, alors qu'on est dans une équipe, vous l'avez compris, fortement remote. Donc moi j'ai eu une expérience d'onboarding qui est, je pense, assez exceptionnelle. On ne peut pas demander aux candidats de tous arriver à la même semaine une fois par an, c'est pas trop possible. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Une des choses que j'avais fait dans une précédente équipe, c'était avoir sur la première semaine des one-one sous format café avec plein de gens de l'équipe, de manière entre guillemets un petit peu aléatoire. Ça veut dire que la première semaine, en fait, on allait prendre on allait faire 10 one-one ou 5 one-one avec des gens de l'équipe de manière un peu informelle pour commencer à rencontrer les gens avant de les voir une première fois dans la réunion. Il y a des gens qui peuvent faire une petite vidéo, c'est une startup qui faisait ça, où les gens devaient faire une petite vidéo de 2-3 minutes qui présente qui ils sont, leur vie, où ils habitent, comment est leur bureau à la maison, ce genre de choses. Voilà, pour avoir un petit truc sympa à partager au reste de l'équipe. Donc après, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Mais j'ai envie de dire que la première chose, c'est là aussi de prévoir qu'on va avoir un onboarding asynchrone.
Et donc je reviens sur ce que disait Julien, les listes, un document qui est partagé, collaboratif, quelque chose qui est écrit et pas juste avoir un onboarding qui est oral. On a aussi, dans l'onboarding Microsoft, on a beaucoup de vidéos à regarder en ligne. Oui. Donc ça, c'est beaucoup de formations à suivre. Ouais, exactement. La première semaine, ou voire même un peu plus, voilà, on a une liste de vidéos sur tout un tas de sujets qui sont obligatoires et qui permettent aussi justement de le faire de manière asynchrone. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas, mardi matin à 9h30, tu dois être dans cette salle pour 4 heures pour écouter une présentation du CTO, de l'équipe produit, de la compta ou d'un autre service. Non, en fait, tu as plein de présentations. Voici le lien vers le YouTube interne, hein, le Microsoft Stream, et puis regarde les vidéos. Voilà, on te laisse 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour voir ces vidéos-là. Fais-les à ton rythme. Voilà. Donc ça permet aussi d'avoir un onboarding qui est efficace. Pas forcément original, mais efficace. Ah, attends, si, il y a un truc original dedans. On a des vidéos qui sont assez, j'allais dire, amusantes. Le Standard of Business Conduct. On a une sorte de série, en fait. Donc, c'est, on va dire, comment bien se comporter en termes business chez Microsoft. Je ne sais pas comment expliquer ça exactement. Et c'est une mini-série, il y a des acteurs, il y a un scénario. On apprend beaucoup de choses, mais c'est aussi assez rigolo. Donc ça, pour le coup, c'est original. Et bon, ils ont payé des acteurs. Ils ont fait. Je pense que le travail, il est conséquent. Après, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent les gens, ils en parlent. Les acteurs sont devenus un peu célèbres. Quand il y a une nouvelle saison, tous les ans, il y a une nouvelle saison, les gens en parlent. Ils disent tiens, qu'est-ce qu'il va faire un tel? Je crois que la dernière saison, il y a un gars qui avait fait des bêtises, il devait se faire virer. Et il y a eu un sondage, est-ce qu'on doit le virer ou pas? Et le cerveau évolue en fonction de ça. Donc ça donne aussi un sentiment d'unité dans la boîte. C'est-à-dire que tout le monde a vu la même vidéo. Ça serait comme si vous avez tous regardé Game of Thrones. Le lendemain matin, tout le monde en parle. Sauf que là, c'est une vidéo pour le boulot. Mais c'est original, c'est vivant. Ça, c'est pas mal avant. Après, forcément, il y a des moyens qui sont, je pense, assez importants quand même. Ouais, en effet, c'est vrai que j'ai pas cité cette vidéo, mais il y a un côté un peu binge-watching quand ça sort, ou c'est vrai que moi, quand ça sort, je pense que le lendemain, je regarde la saison, quoi. C'est des vidéos un petit peu courtes, et j'en ai pour peut-être, je sais pas moi, 1 heure et demie à regarder une saison entière. On en a une fois par an ou tous les 6 mois. Mais ouais, c'est vrai que cette scénarisation de ce training en particulier, hein, parce que c'est vraiment un training, c'est juste le format du training qui est un peu différent. C'est pas un PowerPoint avec des bullet points en disant vous êtes obligé de faire ça. C'est très vivant, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez original, et on se prend au jeu de regarder ça. Voilà. Écoutez, il n'y a pas plus de questions que ça pour le moment, donc je propose de vous libérer, de pouvoir retourner à vos occupations. Je vous remercie d'être venu assister à ce retour d'expérience, d'avoir posé autant de questions sur le Q&A. J'espère que ça vous a plu. On va voir en fonction de si je ne me suis pas trompé dans mes boutons, on aura peut-être un recording qui sera disponible si vous voulez le partager à des collègues. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur ça, sur nos Twitter respectifs que vous avez à l'écran. Je ne sais pas si on en fera d'autres ou pas, ça dépend aussi un petit peu de vous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous pinguer sur Twitter si le format vous a plu, s'il y a des sujets que vous souhaitez creuser, peut-être un petit peu plus techniques. C'est peut-être des choses qu'on sera capable de faire. Oui, ou Christopher, je pense aussi sur le recrutement, c'est beaucoup de recruteurs, c'est que ça peut être intéressant. Moi, je trouve que le remote, c'est très, très intéressant pour les recruteurs. En tout cas, moi, c'est une des raisons qui m'a fait venir chez Microsoft. Je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça. On cherchait un travail en remote. D'un côté, c'est, on va dire, un besoin personnel, une envie personnelle, mais aussi pour l'entreprise. Microsoft aujourd'hui a du mal à recruter, on passe le mentir. Typiquement à Seattle, il y a, voilà, le marché de l'emploi, il est déjà blindé. Donc, d'une part, l'entreprise est contente de pouvoir trouver des talents, je dirais, un peu partout. Et d'autre part, en termes perso, pour les employés, nous, on est intéressés par ce genre d'expérience. Donc, on peut se retrouver comme ça, effectivement, ça peut faire, en termes de recrutement, en tout cas, ouvrir des possibilités pour l'entreprise, comme pour les employés. Donc, je pense que c'est pas mal. En tout cas, ça peut ouvrir pas mal de portes. Tout à fait. Voilà.
Merci à tous. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis une bonne semaine. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux. À bientôt. Merci beaucoup.